Aujourd'hui, nous parlons de l'orientation émotivo-rationnelle en psychologie. L'approche, comme on dit, ou l'orientation émotivo-rationnelle est due à la création d'un certain psychologue américain dont le nom est Albert Ellis. Albert Ellis est tout à fait vivant encore, c'est un contemporain. Il est actif, il travaille à New York où il a fondé son propre institut. Et il est âgé d'environ 60 ans. Il se raconte avoir formulé et établi l'approche émotivo-rationnelle vers les années, au début des années 60. À cette époque-là, comme il le dit, il était lui-même d'orientation psychanalytique et après plusieurs années de pratique, c'est à la suite de la déception et de l'ennui qu'il a pu constater ou de la non-efficacité des méthodes qu'il pratiquait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment, qu'il en est venu à élaborer cette démarche d'ordre thérapeutique. Cependant, Ellis lui-même le reconnaît sans aucune difficulté. L'approche émotivo-rationnelle se réclame et s'inspire de réflexions beaucoup plus anciennes et qui ne sont pas dues à Ellis lui-même, mais qui sont dues à cette école de philosophes anciens qu'on a appelés les stoïciens, et notamment à la pensée d'Épictète, lui-même ayant fortement influencé un autre penseur ancien qui est Marc Aurèle. Épictète et Marc Aurèle sont du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ce sont donc loin d'être des contemporains. Épictète était un esclave libéré subséquemment par son maître et qui a fondé ou enfin dirigé une école de philosophie comme il y en avait tant à l'époque. Quant à Marc Aurèle, qui l'a peut-être rencontré, on ne peut pas être vraiment sûr, Marc Aurèle était un empereur romain. C'est le fameux Marc Aurèle dont on trouve la statue au Capitole à Rome. C'est un empereur romain qui a laissé un très bon souvenir, à la différence de bien d'autres. Alors, Épictète, Marc Aurèle, les stoïciens en général, dont la pensée a été reprise au cours des siècles par d'autres personnes, d'autres penseurs un peu de tous les temps. Vous allez les retrouver dans cette série-là, entre autres Spinoza, qui suit dans les grandes lignes la même forme de pensée. La découverte fondamentale pour ce qui concerne la psychologie, la découverte fondamentale de ces divers penseurs, Épictète, Marc Aurèle, Ellis, Spinoza, eh bien, réside dans une seule phrase qu'on trouve telle qu'elle chez Épictète. Ce ne sont pas les événements qui troublent les êtres humains, mais bien les conceptions qu'ils s'en font. Alors, voilà vraiment la base de toute l'approche émotivo-rationnelle, cette constatation que les émotions que les êtres humains vivent ne sont pas, ne sont pas causées par les événements qui se passent dans leur vie ou auxquels ils sont exposés, mais sont bien causées par les idées, les conceptions, les croyances, les interprétations, les façons de voir, les perceptions qu'ils se forment à propos de ces divers événements-là. Une constatation qui semble élémentaire, mais qui pourtant, comme vous pourrez vous en rendre compte, échappe à la plupart d'entre nous. Enfin, dans le langage courant, dans le langage de tous les jours, on ne cesse d'entendre des phrases comme ma femme m'irrite, mes enfants me désespèrent, la situation économique me déprime, l'augmentation que j'ai reçue m'a réjoui, ma belle-mère me met en diable. Enfin, à chaque fois qu'on entend quelqu'un parler de ses émotions, presque à chaque fois, il en attribue la cause à quelque événement ou à quelques personnes avec lesquelles il a été en contact. Or, naturellement, à chaque fois, de tels énoncés constituent une erreur. Ce n'est pas ma femme qui mérite, ce sont les idées que je me fais à propos des actes qu'elle pose. Ce ne sont pas mes enfants qui me désespèrent non plus, c'est moi qui me désespère en me formulant à moi-même un certain nombre de conceptions et d'idées à propos encore de leur comportement ou de leurs agirs. Ce n'est pas l'augmentation de salaire qui me réjouit, c'est l'idée que je me fais à propos de cette augmentation, l'idée, par exemple, que cette augmentation constitue une excellente affaire pour moi. C'est cette idée-là qui est la cause de ma joie.
Comme conséquence de cette découverte aisément vérifiable, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien de très, très ésotérique, c'est tout à fait aisément vérifiable. La conséquence, au point de vue thérapeutique, est considérable. Voyez-vous, au lieu de m'acharner comme aidant ou comme client, si je suis quelqu'un qui consulte un thérapeute, au lieu de m'acharner à tenter de modifier les événements qui se passent dans ma vie pour pouvoir ainsi me payer à moi-même des émotions plus agréables que celles que je ne connais, comme je peux constater que les événements ne sont pas la cause de ces émotions-là, je vais avoir une méthode de choix beaucoup plus intéressante en me disant, mais ce qu'il s'agit de modifier, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, puisque souvent d'ailleurs ils ne sont pas modifiables, mais de modifier les conceptions, les idées, les croyances que je me formule à moi-même à propos de ces événements-là. Je disais il y a un instant, ce serait un peu désespérant s'il fallait que ce soit les événements qui causent nos émotions, puisque, comme vous le savez bien, beaucoup d'événements sont hors de notre contrôle. Nous n'avons pas de pouvoir réel sur eux, nous n'arrivons pas, ou nous sommes incapables de les modifier, surtout s'ils se sont passés dans notre passé. Nous n'avons pas de possibilité de modifier notre passé. Ainsi, par exemple, c'est l'exemple classique que quand quelqu'un me prétend ou se prétend lui-même, voyez-vous, dit-il, si je suis timide, inhibé, gêné à l'âge adulte, c'est parce que j'ai été élevé de manière déficiente par mes parents, et il vaut la peine de constater que ceci ne peut pas être vrai et qu'au contraire, la timidité, la gêne, le malaise ressenti par cette personne à l'âge adulte est dû aux idées et aux croyances qu'il a dans la tête à ce moment-là. Je concédais tout de suite que ces idées et croyances ont pu connaître une origine historique lointaine, qu'il a pu, entre autres, commencer à penser de la manière dont il pense à 30 ans, qu'il a pu commencer à penser de cette façon quand il avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, sous l'influence de toutes sortes de personnes, entre autres de ses parents. Je sais bien que même à 4 ou 5 ans, il avait la possibilité théorique de ne pas accepter les pensées et les croyances qui lui étaient proposées, mais je concédais aussi qu'il les a adoptées sans critique, sans être vraiment très capable à ce moment-là de distinguer ce qu'elles contenaient de vrai de ce qu'elles contenaient de faux. Mais à l'âge adulte, il est tout à fait possible, quoique souvent difficile, pour un être humain de reviser les croyances, les conceptions, les idées qu'il se fait de lui-même ou des choses qui l'entourent et des personnes qui l'entourent, modification qui peut amener chez lui et qui amène chez lui, de fait, quand elle est vraiment accomplie, qui amène un changement automatique d'émotions. Les émotions étant complètement et de façon totale créées par les idées que nous nous fabriquons, bien, la modification réelle de ces idées amène une modification ipso facto des émotions engendrées par les idées. Nous avons donc ici une possibilité intéressante, une possibilité pour un être humain de refaire, pourrait-on dire, de refaire sa vie, non pas de la refaire toujours sur le plan matériel ou sur le plan technique ou sur le plan des agir ou de ce qui se passe, mais de la refaire sur le plan émotif. Ce n'est pas exagéré de dire, enfin de souligner le rôle important que jouent les émotions dans notre vie. Les émotions ont une influence énorme sur notre vie. Elles font la différence souvent entre notre bonheur et notre malheur. Elles influencent chacun de nos actes. Elles amènent des modifications dans notre organisme au point de vue physique qui peuvent être extrêmement marquées. Voilà autant de facteurs qui rendent importante la modification de ces émotions par la modification de leur cause. Alors, ouais, on a affaire ici à une approche très élégante d'une certaine manière, puisque, à la différence de d'autres façons de s'y prendre, elle ne s'attaque pas, pour ce qui concerne la modification des émotions, elle ne s'attaque pas seulement aux symptômes. Vous savez comme moi que beaucoup d'orientations en psychologie favorisent surtout une ventilation des émotions. Et ceci est loin d'être mauvais. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une démarche nuisible, que quelqu'un qui ressent beaucoup d'hostilité puisse arriver à être conscient de cette hostilité et qu'il puisse arriver aussi à l'exprimer. Remarquons cependant qu'il vaut mieux qu'il l'exprime dans des circonstances appropriées. S'il l'exprime sur d'autres personnes, en principe, ceci est probablement désavantageux pour lui. La plupart des gens, n'ayant pas beaucoup de sympathie
pour ceux qui leur font des hages et des colères. Mais c'est déjà quelque chose que quelqu'un arrive à prendre conscience de l'hostilité qu'il nourrit et qu'il arrive à l'exprimer. Mais ceci est loin de régler le problème. Une hostilité exprimée n'est pas une hostilité disparue. Ce n'est pas parce que j'exprime une chose que je la fais disparaître, surtout si je ne m'attaque pas à sa cause. Alors, la méthode émotivo-rationnelle prétend aller plus loin que la seule expression et la seule ventilation des émotions, et elle prétend s'attaquer à leur véritable cause. Son objectif n'est pas d'amener un soulagement temporaire ou d'amener une ventilation seulement momentanée, mais d'arriver à éradiquer et à arracher la cause de l'émotion en question, et donc à la faire disparaître, peut-être pas complètement et certainement pas instantanément, mais du moins en large part. Nous avons affaire en général ici à un mode de thérapie qui est très actif, à la fois pour l'aidant et à la fois pour l'aider. Si on regarde du côté de l'aidant en général dans cette forme de thérapie multiplie ses interventions, non pas de façon inopportune, mais il va intervenir de façon abondante, surtout pour travailler avec son aidé à identifier quelles sont les idées qui sont présentes dans son esprit, à identifier bien sûr d'abord les émotions, puis les idées qui leur sont sous-jacentes, et enfin pour travailler également avec son aidé à faire la critique des diverses idées qui s'agitent dans son esprit. Quant à l'aider, toute la démarche thérapeutique le pousse à l'action. Encore une fois, à la différence d'autres façons de s'y prendre dans ce domaine, eh bien, l'aider est ici continuellement stimulé à examiner ses propres émotions, à faire la recherche, à se lancer à la chasse des idées qui leur sont sous-jacentes, à critiquer et recritiquer oralement, mentalement, par écrit, de toute façon, les idées dont il peut arriver à distinguer la présence et qui causent ces émotions malencontreuses. Il est donc encouragé à le faire de façon abondante. Les clients avec lesquels je travaille et qui consentent finalement à faire ce travail-là, eh bien, je leur recommande de s'installer dans des coins tranquilles, de prendre du papier et de confronter leurs idées 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils puissent former en eux de nouvelles habitudes de pensée. Si nous avons des habitudes d'action, ce que chacun peut constater, il faut également constater que nous avons des habitudes de pensée développées souvent depuis des années et donc fortement enracinées, même si ces habitudes se sont prises inconsciemment, comme presque toutes les habitudes d'ailleurs. Et donc, il y a possibilité pour quelqu'un de modifier les habitudes de pensée qu'il a développées au cours des années. Cependant, cette modification ne peut s'opérer sans un bon nombre de répétitions, comme pour toutes les habitudes de toute façon. Alors, on a affaire ici donc à une thérapie très active qui peut sembler simple au début. C'est une des choses qu'on dit parfois, c'est une espèce de reproche qui est adressé parfois à cette forme de thérapie. On lui dit, mais c'est trop simple, les choses doivent être plus complexes que ça. En fait, c'est d'une simplicité apparente seulement. Le principe est extrêmement simple et une fois qu'on l'a constaté, beaucoup de gens se disent comment se fait-il que je n'ai jamais réalisé que les choses se passaient bien ainsi. Le principe de base selon lequel les idées causent les émotions et non pas les événements. Une fois que ceci est constaté, et cette constatation est ordinairement relativement simple à faire, on constate que c'est bien simple, mais que c'est en général ardu. C'est une forme de thérapie qui est ardue. Elle ne passe pas beaucoup de temps à s'occuper d'aspects récréatifs, pourrait-on dire, ou d'aspects ludiques. On n'encouragera pas le consultant à perdre son temps, semble-t-il, enfin, dans l'opinion de cette approche, à ne faire qu'exprimer ses émotions. On va plutôt le stimuler à attaquer et réattaquer. Et c'est ce qui constitue l'aspect ardu, comme je l'explique parfois à un certain nombre de mes clients. Il n'est pas la technique pour abattre un arbre n'a rien de très très complexe. Il s'agit somme toute d'utiliser un instrument quelconque, une hache par exemple, et de l'appliquer avec un certain degré d'adresse contre le tronc de l'arbre pendant un certain nombre de fois jusqu'à ce que l'arbre s'écroule.
Cependant, même si cette démarche est simple, elle est en général ardue. Elle est fatigante, elle demande de l'énergie et elle demande du temps. C'est un peu la même chose. Ici, ce n'est pas tellement un arbre qu'il s'agit d'abattre, il s'agit d'idées enracinées qu'il s'agit d'arracher. Et en général, elles résistent. C'est très rare que quelqu'un change d'idée instantanément. Et c'est un de ces domaines où le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Il ne semble pas par ailleurs qu'il s'agisse de quelque chose d'interminable pour opérer au moins les changements principaux, mais il reste que c'est vraiment du boulot de faire le changement non seulement d'idée, mais également le changement d'action, car ceci est le deuxième panneau de cette approche qui prétend recouvrir l'ensemble des modifications nécessaires pour qu'un être humain puisse modifier son existence. En effet, si on regarde un peu quels sont les éléments que comporte n'importe quelle vie humaine, on n'en trouve finalement que trois. On trouve des idées, nous trouvons des émotions et on trouve finalement les actions. Chacun des éléments du déroulement de la vie d'un être humain peut être classé dans une de ces trois catégories. Par exemple, actuellement, je suis en train de parler, donc j'agis, mais en même temps, j'ai des idées en tête, ce sont celles que je tente d'exprimer, alors voilà les idées. Et en même temps, je vis un certain nombre d'émotions, enfin, dont je vous ferai part une autre fois, qui sont dues, pardon, qui sont dues évidemment à la présence de ces idées ou de d'autres idées que j'ai en tête. En général, donc, nous vivons les trois éléments en même temps, pensée, émotion et action. Si on veut modifier quelque chose, eh bien, comme les pensées causent les émotions, il s'agit de modifier les pensées pour modifier les émotions. Comme les émotions, à leur tour, influencent presque complètement l'action, notre façon de nous y prendre, eh bien, la modification de l'émotion amène également une modification de l'action. Somme toute, si on part par le début de la chaîne, si on part par le début, c'est-à-dire par la modification des idées, on se retrouve à modifier automatiquement les émotions et à modifier de façon moins automatique, parce qu'il n'y a pas vraiment une relation causale, mais plutôt une relation d'influence entre les émotions et les actions. On peut donc se dire, eh bien, on peut faire procéder à une attaque des deux côtés, procéder à une attaque au niveau des idées et procéder également à une attaque au niveau des actions, puisque cette attaque bipartite a de meilleures chances de donner des résultats valables. Ainsi donc, je vais prendre un exemple très simple, si quelqu'un a peur, disons, ressent de la peur devant les chiens, je rencontre un monsieur il y a quelques mois qui me raconte ça, eh bien, il y a une possibilité pour lui de se débarrasser de ce phénomène de deux façons, et il est probablement préférable qu'il utilise les deux façons simultanément. Possibilité pour lui de faire une critique des idées qui l'amène à se représenter tous les chiens comme vraiment très redoutables, et à remplacer cette idée, par exemple, par d'autres idées que certains chiens, à certains moments, peuvent être quelque peu redoutables et que le chien qui provoquerait sa mort est probablement pas de ce monde, ou enfin qu'il a très très peu de chances de le rencontrer. Voilà des modifications qui peuvent se faire au niveau des idées. Et il y a en même temps une modification à faire de ses comportements, puisque, comme de façon classique, les gens qui ressentent de la peur évitent l'objet de leur peur, non pas la cause, n'est-ce pas? La cause se trouve dans leurs idées, mais ils évitent l'objet. Ainsi, c'était son cas. Lui, chaque fois qu'un chien apparaissait à l'horizon, il faisait un large détour. Eh bien, il y a donc possibilité de modifier cette action et donc de marcher, du mieux qu'on peut en direction du chien. Cette double démarche qui consiste à modifier à la fois les idées et les actions semble être celle qui puisse donner les meilleurs résultats. On a parfois dit de cette méthode qu'elle semblait superficielle, qu'elle n'avait pas la profondeur, par exemple, de d'autres méthodes comme la psychanalyse, et comme, je ne sais trop quelle autre. Et c'est un reproche, je pense, qui origine d'une compréhension inadéquate de ce en quoi elle consiste. Les émotions que quelqu'un vit peuvent être vécues à tous les niveaux. Beaucoup ne sont pas vécues de façon consciente et naturellement, l'approche émotivo-rationnelle ne s'exempte pas d'aller les identifier. Parfois, cette identification est difficile.
Mais c'est surtout les idées, les conceptions et les croyances que quelqu'un se fait ne sont pas loin de là toujours évidentes. Elles peuvent être relativement évidentes pour le thérapeute, mais peuvent être extrêmement enfouies et inaperçues pour le consultant ou pour l'aider lui-même. Et certaines de ces idées, d'ailleurs, de ces conceptions, non seulement remontent loin dans le temps, ce qui n'ajoute pas à leur profondeur, ça ajoute seulement à leur ancienneté, et être presque complètement inaccessible de façon immédiate à la conscience claire. C'est par déduction, finalement par réflexion approfondie, c'est par l'aide également de son aidant qu'un aidé peut arriver à identifier certaines conceptions, certaines idées, certaines croyances qui peuvent être très enfouies en lui, et donc fort profondes au sens où on peut l'entendre dans ce domaine-là. Par ailleurs, de toutes les formes de thérapie que je connais et sur lesquelles j'ai lu ou que j'ai pratiqué moi-même auparavant, il me semble qu'il n'est pas exagéré de dire que cette approche émotivo-rationnelle connaît un degré de profondeur inégalé par rapport à d'autres approches, en ce sens qu'elle s'efforce d'opérer un changement au niveau des conceptions même de la personne, au niveau, pourrait-on dire, de sa philosophie de vie, de son système de croyances. Et ceci est en général très, très ancré chez quelqu'un et très fondamental. Enfin, c'est à partir de ces croyances et de ces idées que nous dirigeons nos vies. Même si elles ne sont que rarement conscientes, leur influence sur notre agir est extrêmement prépondérante. Et donc, une méthode qui s'attache à modifier ce qui est fondamental chez un être humain pour expliquer son fonctionnement, une méthode donc de ce type peut être dite légitimement fort profonde. De toute façon, qu'elle soit profonde ou pas profonde, ceci me laisse assez indifférent, puisque en tant qu'aidant et thérapeute, je suis beaucoup plus intéressé à utiliser une méthode dont je puisse me faire la preuve à moi-même qu'elle apporte des résultats les plus solides, les plus permanents, et également dans le temps le moins long possible et à des coûts les plus abordables pour le consultant. Enfin, quand quelqu'un vient me consulter, je me sentirais extrêmement mal à l'aise et finalement malhonnête d'utiliser quelques méthodes dont il m'apparaisse qu'elle est peu efficace, fait perdre son temps et son argent à mon consultant pour lui apporter des résultats hésitants. J'aime mieux essayer de lui mettre entre les mains un instrument avec lequel il va pouvoir s'aider lui-même, non seulement pendant la période où nous nous rencontrons, mais également qu'il va pouvoir utiliser pour le reste de son existence. Il y a une question que des consultants me posent parfois et qui me disent est-ce que ma thérapie va être longue, est-ce que ça va durer longtemps? Et je réponds toujours la même chose. Vous en avez pour le reste de vos jours, remarquez bien. Votre thérapie ne se terminera jamais. Il s'agit pour vous de remarquer que, cependant, vous ne serez pas en contact avec moi jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez 30 ans, on ne se rencontrera pas pendant les 40 prochaines années. Mais il faut bien que vous réalisiez ceci, que les rencontres que vous avez avec moi ne constituent pas votre thérapie. Ce n'est pas votre thérapie du tout, ça. Non, c'est les rencontres avec moi. Et la thérapie, vous allez la faire vous-même, et vous allez la faire de votre côté à vous, pendant le temps qui est à votre disposition en dehors de ce bureau. Alors, si ça dure longtemps, oui, une thérapie dure des milliers et des milliers d'heures. En principe, elle est active là, jusqu'à la fin de votre existence. Et les contacts que vous aurez avec moi ici ne dureront que quelques heures. Le temps que vous puissiez apprendre et que vous puissiez vous entraîner un peu à faire la démarche que vous continuerez ensuite à faire sans mon assistance, puisque vous aurez appris comment vous aider vous-même, que vous aurez appris, somme toute, comment vous y prendre pour faire la lecture de vos émotions, pour faire la lecture des idées qui leur sont sous-jacentes, et pour également vous appliquer à changer ces diverses idées ainsi qu'à modifier vos propres comportements. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de révélation mystique, il n'y a pas de grandes choses profondes. Il n'y a que ça qui peut vous sembler terre à terre, mais dont je peux vous jurer que c'est efficace. Cette méthode, donc, qui se caractérise par sa simplicité, par son langage simple, et en même temps que par sa profondeur, est évidemment applicable et utilisable avec une foule de personnes, avec celles qui sont d'une culture différente, de degrés de culture différents,
à la fois avec des gens qui sont des intellectuels comme d'autres qui ont une approche plus pragmatique à la vie, avec ceux qui ont un degré d'instruction plus élaboré, comme avec ceux dont le degré d'instruction est modeste. Il n'y a pas d'embêtement, il n'y a pas de blocage au niveau de la connaissance de termes techniques, et donc ceci est largement utilisable avec une très grande variété de personnes. C'est même largement utilisable, par exemple, avec des enfants. On a souvent prétendu que les enfants étaient incapables de raisonner ou incapables de modifier leurs idées. Il n'en est en fait rien. Les enfants sont tout à fait capables de le faire, à condition qu'on veuille bien les aider à y procéder et ne pas leur parler un langage qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais les enfants sont capables de comprendre bien plus qu'on ne croit dans de nombreux domaines. Les enfants et les gens possédant un degré d'intelligence limité, toutes ces personnes sont capables, si on les aide, d'arriver à modifier les idées et les croyances qu'elles abritent dans leur esprit. Cette approche thérapeutique n'est en aucune façon un jeu ou une activité de type ludique, ce n'est pas un divertissement, mais rien n'empêche que les contacts entre l'aidant et l'aidé puissent se dérouler dans une atmosphère de bonne humeur, dans une atmosphère où l'humour est présent et où l'on peut arriver. Il n'y a pas de nécessité que parce qu'un travail est ardu, qu'il soit en même temps ennuyant. Il peut être pénible, il peut être douloureux à certains moments, mais il n'est pas nécessaire qu'il se déroule dans une atmosphère solennelle avec tout un environnement qui soit de nature funèbre. Au contraire, il est largement possible d'utiliser l'humour de façon thérapeutique, et c'est bien aussi une autre des caractéristiques de cette démarche. Enfin, à la différence de certaines autres approches, l'orientation émotivo-rationnelle peut facilement être exposée par écrit, elle peut être expliquée et elle peut être proposée dans des livres, des articles et des éléments de ce genre. Et c'est un autre élément que je trouve utile parce qu'il permet, par exemple, à quelqu'un qui est à la recherche d'une forme d'aide psychologique quelconque de se renseigner d'avance. Et également, elle respecte le consultant en ce sens qu'elle ne lui propose pas des choses qu'il n'arriverait pas à comprendre ou qui lui échapperaient faute d'un degré d'instruction ou tout simplement d'une initiation à un langage particulier qu'il n'aurait pas utilisé d'avance ou qu'il n'aurait pas acquis plutôt d'avance. Il est donc intéressant de constater les différentes caractéristiques et aucune approche magique, naturellement, et ne détient le secret de la solution de tous les problèmes humains. Il reste encore bien des choses à découvrir et bien des choses peut-être continueront à nous échapper, peut-être de façon perpétuelle. Mais au moins, il y a un certain nombre d'éléments qui sont disponibles et dont on peut arriver à constater la véracité et l'exactitude. Et pourquoi ne pas baser une forme d'aide interpersonnelle sur ce que nous connaissons plutôt que sur des constructions théoriques qui sont peut-être brillantes, mais dont il n'existe pas de démonstration possible. Ici, nous partons d'un principe très simple, aisément constatable, facilement démontrable. Les émotions sont dues à la présence de conceptions et d'idées et de croyances dans l'esprit de celui qui les éprouve. Et donc, la modification de ces idées et ces conceptions pourra amener et amène de fait une modification des émotions qui, à son tour, influence une modification de l'action. En fait, tout le principe tient, comme vous le voyez, en deux lignes, mais ces applications sont à toute fin pratique infinie. Le domaine des idées étant extraordinairement touffu et complexe chez un être humain, et donc les possibilités d'application au niveau personnel, au niveau des groupes, au niveau même d'une société entière, sont extrêmement abondantes. Alors, je termine sur ces réflexions sur l'approche ou l'orientation émotivo-rationnelle en psychothérapie et en psychologie. On peut facilement se trouver sans difficulté en librairie bon nombre d'ouvrages qui traitent de l'approche émotivo-rationnelle. Ellis lui-même a publié en anglais au-delà de 60 volumes. Moi-même, en français, j'en ai publié une dizaine dans ce domaine, sous divers aspects de l'approche émotivo-rationnelle. Et on peut trouver toutes sortes de matériel. Les cassettes, par exemple, que vous avez entre les mains, sont un instrument de renseignement dans ce domaine.
il peut être intéressant pour quelqu'un qui a un peu de temps à sa disposition d'aller chercher Épictète, qu'on trouve d'ailleurs encore en librairie, à des prix très abordables. Et en faisant la part du langage un peu ancien, bien sûr, c'est écrit à presque 20 siècles de nous, et en laissant de côté les applications qui sont maintenant périmées ou désuètes, de refaire une démarche avec ce vieux bonhomme dont je me suis fait une espèce d'ami. Là, il est toujours sur ma table de chevet, et qui est un vieux sage, finalement un être humain pour lequel j'ai extraordinairement de respect. Enfin, tous les êtres humains sont respectables, mais celui-ci, entre autres, a réussi à arriver à une forme de sagesse que je trouve extrêmement séduisante et extrêmement fructueuse pour la gestion d'une vie. Voilà. Alors, vous lisez peut-être un peu de Ellis, un peu de Auger et peut-être un peu d'Épictète. Marc Aurèle aussi est disponible. Marc Aurèle, je le trouve intéressant, mais sa forme de pensée est beaucoup plus limitée et beaucoup moins profonde, je trouve, que celle de son maître Épictète. Et voilà comment vous pourrez arriver à une meilleure compréhension de cette forme de thérapie.